Je m'appelle Walter, j'ai 66 ans. J'ai passé 31 ans dans la gendarmerie nationale, dont les 12 dernières années en tant qu'adjudant-chef dans une brigade de Haute-Savoie. J'ai dissuadé des gens de sauter d'un pont. J'ai frappé à des portes pour annoncer à des familles que leurs enfants ne rentreraient pas. J'ai fait face à des hommes qui me regardaient droit dans les yeux pour me mentir avec une aisance que la plupart des gens réservent au fait de respirer. Et pourtant, je n'ai pas vu venir mon propre fils. Et le début a commencé bien avant ce chalet. Ma femme, Carole, est décédée il y a 4 ans d'un cancer des ovaires. Elle s'est battue pendant 18 mois avec une opiniâtreté que j'ai toujours adorée chez elle, et une grâce que je n'ai jamais vraiment pu comprendre. Nous étions mariés depuis 38 ans. Je n'ai pas les mots pour dire ce que sa perte m'a fait, alors je ne vais pas essayer. Ce que je peux vous dire, c'est qu'après son départ, notre fils, Romain, est devenu quelqu'un que je ne lui connaissais pas, attentif, présent. Il appelait tous les dimanches. Il montait de Lyon lors des week-ends prolongés. Il s'enquérait de mon épargne retraite, de ma pension, de mon assurance vie, que j'avais souscrite 10 ans plus tôt et actualisée après la mort de Carole, un contrat d'1 million d'euros. Romain était le seul bénéficiaire. À l'époque, je pensais que son intérêt pour mes finances venait de son inquiétude pour moi. Je pensais que la mort de Carole l'avait enfin fait mûrir. J'avais tort. J'avais tort sur beaucoup de choses concernant Romain. Il avait 41 ans et n'avait jamais vraiment trouvé sa place. C'est une façon polie de le dire. La vérité, c'est que Romain a passé près de 2 décennies à faire des choix qui obligeaient les autres à réparer ses erreurs. Il a abandonné 2 cursus universitaires, m'a convaincu de me porter caution pour un prêt professionnel pour une salle de sport qui a fermé après 11 mois, et a traversé un divorce qui lui a coûté sa maison, ses relations avec sa fille et le peu d'estime de soi qui lui restait. Carole disait qu'il avait ma détermination mais sans ma patience. Elle disait ça comme un compliment. Je ne suis pas sûr que ça en fût un. Les problèmes d'argent ont commencé à devenir sérieux il y a 3 ans. La première fois qu'il a appelé pour emprunter 25 000 euros, il a dit que c'était pour un nouveau départ, un food truck. Il avait fait ses recherches, avait un business plan, il lui fallait juste un capital de lancement. J'ai transféré l'argent de mon livret A. Le food truck n'a duré qu'un été. La deuxième fois, 8 mois plus tard, c'était 30 000. Il s'était lancé dans une opération immobilière avec quelqu'un rencontré à la salle de sport. Ce quelqu'un s'est avéré plus intéressé par le fait de prendre l'argent de Romain et de disparaître que par l'immobilier. J'ai quand même fait le virement. Je me suis dit que c'est ce que font les parents, qu'on n'abandonne pas ses enfants simplement parce qu'ils trébuchent. Le 3e appel est arrivé un mardi après-midi de février. Je m'en souviens parce qu'il y avait une tempête de neige dehors et que je regardais les flammes dans ma cheminée sans rien faire de particulier. La voix de Romain était différente cette fois, plus tendue, comme si les mots lui coûtaient quelque chose. « Papa, j'ai besoin d'aide. » Une aide sérieuse, cette fois. Il jouait, des paris sportifs, principalement via des applications sur son téléphone. Ce qui avait commencé par 100 euros par-ci par-là était devenu quelque chose d'autre en 2 ans. Il devait de l'argent à des gens à qui il avait emprunté pour couvrir des pertes antérieures. Il m'a donné un chiffre, 65 000 euros. Je suis resté silencieux un long moment. Romain, je sais que ce n'est pas un prêt commercial qui tourne mal. Ce sont des dettes de jeu. Je sais ce que c'est, papa. Je lui ai donné l'argent. 50 000 euros, en tout cas, que j'ai retiré de l'assurance vie que j'avais bâtie pendant 30 ans. Je lui ai dit que c'était la dernière fois. Il a accepté, comme les gens acceptent les choses quand ils se noient, totalement, avec gratitude, et sans aucune intention réelle de s'y tenir. 4 mois plus tard, il lui fallait encore 40 000 euros. Quand j'ai dit non, il est devenu silencieux pendant 6 semaines. Pas en colère, silencieux, juste absent, comme si j'avais cessé d'exister. Puis en septembre, il a rappelé. La voix avait encore changé. Plus chaleureuse, prudente. Papa, j'ai parlé à quelqu'un, un addictologue, à propos du jeu, à propos de tout. Je crois que ça m'aide vraiment. Je suis heureux de l'entendre. Je veux faire quelque chose pour toi. Tu es là-haut tout seul depuis 4 ans. Tu ne fais rien pour toi. Tu te souviens quand on allait au lac de Sainte-Croix? Quand j'étais gamin et que toi et l'oncle Franck pêchiez tout le week-end et que maman faisait semblant d'être agacée? C'était les meilleures semaines de ma vie. J'ai trouvé un chalet près du lac de Serponçon.
Location privée, juste au bord de l'eau. Barque incluse. Pas de réseau mobile, ce qui, honnêtement, semble parfait. Juste nous, une semaine comme avant. J'aurais dû poser plus de questions. Je le sais maintenant. Un homme avec mon expérience devrait savoir que quand quelque chose semble trop beau pour être vrai, il faut creuser un peu. Mais je voulais retrouver mon fils. Je voulais croire que la mort de Carole avait fini par produire l'effet que j'espérais, lui faire comprendre ce qui compte vraiment. Alors, j'ai dit oui. Nous sommes montés un jeudi matin début octobre. Romain au volant de son SUV, la route des Alpes se rétrécissant à mesure que les sapins se refermaient des deux côtés. Il est resté détendu tout le trajet. Il m'a parlé de ses séances, d'une femme qu'il avait commencé à fréquenter, d'un poste qu'il envisageait à Grenoble. Tout cela ressemblait à un homme qui remettait sa vie sur les rails. Je me suis autorisé à être optimiste. Le chalet était parfait. Une construction en bois massif, un petit ponton s'avançant sur le lac, un poêle à bois que Romain disait avoir déjà approvisionné avec du bois du cabanon, une pièce principale, 2 lits de camp, une kitchenette, une salle de bain avec une pompe manuelle reliée à un puits. Par la fenêtre, le lac était plat, sombre et parfaitement immobile. Aucune autre propriété n'était visible. C'est quelque chose, ai-je dit. Je pensais que ça te plairait, a-t-il répondu rapidement, changeant de sujet avant que je ne puisse répliquer. La première nuit, nous avons grillé des steaks sur le réchaud, bu quelques bières, raconté des histoires sur des gens que nous connaissions tous les deux. Sa fille, ma petite fille Emma, qu'il n'avait pas vue depuis 2 ans. Il a parlé d'elle avec quelque chose qui ressemblait presque à de la culpabilité. Je me suis endormi ce soir-là en pensant que peut-être, juste peut-être, tout irait bien. Je me suis réveillé le matin dans un silence absolu. Pas le silence confortable d'un petit matin dans la nature. Autre chose. Le genre de silence qui a une texture. Je suis resté immobile, à l'écoute. Aucun son venant de l'autre lit. J'ai tourné la tête. Il était vide, les draps tirés au carré. Je me suis assis. Romain? Rien. J'ai enfilé mes bottes, ma veste et je suis allé à la porte. Elle était ouverte. Le ponton était vide. J'ai regardé le lac. La barque en aluminium qui était amarrée au bout du ponton la veille au soir avait disparu. Pas de rides sur l'eau, pas de bruit de moteur au loin, juste une étendue grise et un ciel de la couleur du béton. Je suis resté là un moment avant que ma formation ne prenne le dessus et que je ne rentre à l'intérieur. Sur la table, une feuille de papier pliée avec mon nom dessus, l'écriture de Romain. J'avais vu son écriture sur ses bulletins scolaires, sur des cartes d'anniversaire, sur la reconnaissance de dette que je lui avais fait signer pour le premier prêt. Je l'ai reconnu instantanément. Papa, je suis désolé. Je ne peux pas m'en sortir. La dette est de 180 000 € maintenant, et ils ont cessé d'être patients. L'assurance vie est la seule réponse qu'il me reste. Tu passeras pour un accident. Un homme de ton âge, seul sur l'eau, ce genre de choses arrive. Je t'aime. Je suis désolé d'être devenu ce que je suis. Ne m'en veux pas trop longtemps. Je l'ai lu 2 fois. Puis je l'ai mis dans la poche de ma veste. J'ai fait ce que je faisais toujours quand une situation tournait mal. J'ai évalué. La barque n'était plus là, ce qui signifiait que mon accès à l'autre rive était coupé. J'ai fait le tour de la propriété. Le lac entourait le chalet sur 3 côtés. Le 4e côté était constitué d'un maquis dense sans sentier visible. La ville la plus proche était Embrun, à environ 55 km par une route forestière étroite à laquelle je n'avais pas prêté assez attention en arrivant. Je n'avais pas de réseau. Romain s'en était assuré. Il avait délibérément choisi cet endroit pour ça. Je comprenais maintenant. Mon téléphone était posé sur le comptoir de la kitchenette, sans aucune barre. Je n'avais pas la voiture de location. Romain nous avait emmenés dans son SUV. J'ai fouillé les placards. Une boîte de flocons d'avoine, du café soluble, 2 boîtes de soupe et un sachet de riz à moitié vide. Pas assez pour une semaine, tout juste pour quelques jours. Je suis allé au poêle. Il y avait une pile correcte à l'intérieur. Peut-être 2 jours, si j'étais prudent. Il y en avait plus dans le cabanon, dont j'ai vérifié la porte, elle n'était pas fermée à clé. Heureusement, Romain n'avait pas pensé à mettre un cadenas.
Ou peut-être pensait-il que le froid et l'isolement feraient le travail. Quoi qu'il en soit, dans le tiroir sous la kitchenette, j'ai trouvé un tire-bouchon, un briquet, une boîte d'allumettes, une petite lampe torche et un couteau pliable. Dans l'armoire de la salle de bain, derrière un flacon de nettoyant WC, j'ai trouvé quelque chose qui m'a fait m'arrêter net, une radio VHF marine portative. Vieille, abîmée, le genre de truc qu'on trouve dans un vide-grenier. Quelqu'un l'avait oublié. Peut-être les précédents locataires. Je l'ai allumée. Elle a crépité. L'indicateur de batterie montrait environ un tiers de charge. Pas grand-chose. Je l'ai éteinte immédiatement pour préserver ce qu'il restait. Je me suis assis sur mon lit et j'ai regardé le plafond pendant un long moment. 100 pensées ont tenté de surgir en même temps. Je les ai laissées venir, puis je les ai écartées une par une, comme j'avais appris à le faire des années plus tôt lors d'interventions où trop réfléchir pouvait vous tuer. Romain, l'argent. Emma, ma petite fille qui grandirait sans son grand-père. Le contrat d'1 million. Carole, qui aurait été dévastée par ça d'une manière que je ne pouvais pas m'autoriser à ressentir maintenant. Je me suis levé. J'avais été gendarme pendant 31 ans. J'avais survécu à une prise d'otage dans le Vercors en 1997 qui avait coûté la vie à un de mes collègues et laissé un autre avec des problèmes auditifs permanents. J'avais travaillé dans des brigades de montagne dans des conditions hivernales que la plupart des gens ne veulent même pas imaginer. Je n'allais pas rester dans ce chalet à attendre de devenir une ligne sur un contrat d'assurance. J'ai rallumé la radio et cherché le canal 16, la fréquence de détresse internationale. J'ai appuyé sur le bouton. Mayday, Mayday. Ici un civil dans une propriété au bord d'un lac près d'Embrun. Je suis bloqué sans barque ni véhicule. Mon nom est Walter Atkins. Quelqu'un peut-il me recevoir? Statique. J'ai réessayé. Statique. J'ai essayé le canal 9. Encore du statique. J'ai essayé le 22A, que je savais être un canal de travail pour les services de secours en montagne et les eaux intérieures. Une voix. Faible, coupée par le statique, mais une voix. Station qui appelle sur le 22A. Ici l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, secteur lac de Serponçon. Je vous reçois très faiblement. Veuillez vous identifier. J'ai failli lâcher la radio. J'ai appuyé sur le bouton. Ici Walter Atkins. Je suis un officier de gendarmerie à la retraite. Je suis bloqué dans un chalet privé à environ 55 km d'Embrun, sur une route forestière nord. Mon fils m'a conduit ici et est reparti en me laissant sans moyen de transport. Je n'ai pas de réseau. Vous me copiez? Une pause. Monsieur Atkins. Je vous copie. Ici l'agent Christine Lavoie. Je suis sur le terrain à environ 30 km de votre position. Le signal est mauvais. Répétez votre situation. Je lui ai donné le tableau complet aussi efficacement que possible. Bloqué, pas de barque, pas de véhicule, météo virant au gris au nord. La batterie de la radio à 25% maintenant. Monsieur Atkins, je dois être honnête avec vous. Une perturbation arrive par le nord-ouest. Je ne peux pas accéder à votre position en toute sécurité aujourd'hui, ni par l'eau, ni par la route. Les conditions de la route forestière sont déjà mauvaises et je suis en patrouille seul. Je peux vous atteindre demain matin au plus tôt si la météo tient. J'ai regardé par la fenêtre. La surface du lac avait changé depuis 1 heure. Des petites vaguelettes, ce qui signifiait du vent. Compris, ai-je dit. J'ai un abri et du bois. Je peux tenir 24 heures. Êtes-vous blessé? Non. Êtes-vous en danger physique immédiat? J'ai pensé aux mots de Romain dans ma poche. Pas immédiatement. Ok. Je vous appellerai à la radio toutes les 2 heures sur ce canal pour confirmer que vous recevez toujours. Gardez la radio éteinte entre les appels pour préserver la batterie. Vous pouvez faire ça? Oui. Et officier, j'ai hésité. Il y a plus dans cette situation que le simple fait d'être bloqué. J'aimerais vous parler quand vous arriverez. Une pause. Compris. Toutes les 2 heures. Monsieur Atkins, restez au chaud. J'ai fait tout ce qu'il fallait. J'ai maintenu le poêle à un régime bas et régulier plutôt que chaud et rapide. J'ai trouvé une couverture en laine dans le placard derrière les lits et je me suis enroulé dedans avec ma veste quand je ne bougeais pas.
J'ai fait fondre une casserole de neige sur le poêle pour avoir de l'eau en plus. La pompe manuelle fonctionnait, mais je voulais une sécurité. Je me suis forcé à manger les flocons d'avoine. J'ai pris mon traitement pour la tension dans ma veste et je l'ai avalé avec le café froid. Toutes les 2 heures, la voix de Christine traversait le statique. Elle était calme, professionnelle, et chaque échange ne durait pas plus de 3 minutes pour protéger la batterie. Au 3e appel, vers 22 heures, elle a posé plus de questions sur ma situation. Je lui ai parlé du mot, des dettes de jeu, de l'assurance vie. Elle est restée silencieuse un moment. Mon frère a fait quelque chose de similaire, a-t-elle dit. Pas à moi, à notre mère. Circonstances différentes. Il l'a convaincue de changer son testament, à vider ses comptes pendant qu'elle était à l'hôpital. Il est allé en prison. Elle est morte de toute façon, mais elle est morte en sachant ce qu'il était. Une autre pause. Je vous dis ça pour que vous sachiez que je ne traiterai pas ça comme une simple vérification de routine quand je vous rejoindrai demain. Quelque chose s'est dénoué dans ma poitrine que je n'avais pas réalisé être aussi serré. J'apprécie cela, ai-je dit. Reposez-vous, monsieur Atkins. Toutes les 2 heures. Je n'ai pas beaucoup dormi. J'ai alimenté le poêle à 2 heures du matin, je me suis assis avec une tasse de café soluble et je me suis laissé ressentir ce que je n'avais pas laissé sortir depuis la découverte du mot de Romain. Du chagrin, surtout, pas de la peur. Du chagrin pour le petit garçon. Je me souvenais de Romain à 8 ans, s'apprenant à pêcher avec une patience qu'il n'a jamais appliquée à rien d'autre dans sa vie. Romain à 16 ans, faisant un discours pour les 50 ans de mariage des parents de Carole, qui a fait pleurer sa grand-mère. Romain, à l'aéroport le jour de ma retraite, tenant une pancarte, adjudant-chef papa en repos. J'avais aimé mon fils sans réserve ni retenue pendant 41 ans. Ça ne s'arrête pas simplement. Ça ne se coupe pas comme un robinet. Ce que ça fait, c'est que ça s'installe à côté de tout le reste et ça rend tout le reste plus lourd. La météo est devenue violente vers 3 heures du matin. De la pluie se transformant en grésil, un vent venant du lac qui trouvait chaque interstice dans les murs de bois. J'ai rapproché les lits, mis les 2 matelas sur l'un d'eux, et dormi sous la couverture en laine avec ma veste par-dessus. Froid, mais supportable. J'avais survécu à pire. Christine a appelé à la radio à 6 heures du matin. Elle était en route. La météo s'était calmée, elle pourrait atteindre l'accès à la route forestière dans 2 heures. Je devais rester sur place, au chaud, et à l'écoute. Elle est arrivée au ponton à 9h17. Un 4x4 vert des services de l'État avec une barque à fond plat en remorque. Elle avait une quarantaine d'années, les cheveux bruns tirés en arrière, portant une veste des gardes forestiers. Elle a amarré la barque et est restée là à observer l'extérieur du chalet un long moment avant de venir à la porte. Quand je l'ai fait entrer, elle a jeté un regard à l'intérieur, aux meubles dépouillés, aux étagères vides que j'avais déjà répertoriées, aux poêles que j'avais gérés au compte-gouttes, et son expression était celle que je voyais chez les enquêteurs expérimentés arrivant sur une scène. Intégrant tout avant de dire quoi que ce soit. « Vous avez l'air remarquablement bien pour un homme qui a passé la nuit ici », a-t-elle dit. 31 ans de gendarmerie, ai-je répondu. On apprend à gérer. Elle a accepté le café soluble que je lui offrais sans se plaindre. Je lui ai montré le mot. Elle l'a lu 2 fois, l'a retourné pour vérifier le verso, puis l'a posé soigneusement sur la table. La façon dont on manipule une preuve. Je veux vous parler de la façon dont on gère ça, a-t-elle dit. J'allais dire la même chose. Ce qu'elle m'a dit ensuite était méthodique. Si nous déposions plainte immédiatement, le mot en faisait une affaire pénale. Romain serait arrêté et inculpé, ce qui était approprié. Mais elle avait vu des cas comme celui-ci s'enliser dans les tribunaux. La défense plaiderait qu'un mot n'est pas un acte, que Romain avait changé d'avis, qu'aucun préjudice réel n'avait eu lieu, que son père était vivant et n'avait jamais été en danger immédiat à cause d'un acte direct de Romain, la barque lui appartenant en tant que locataire du chalet. Ces arguments pourraient ne pas aboutir, mais ils allongeraient la procédure, peut-être de plusieurs années. Ou alors, a-t-elle dit, vous me laissez tout documenter d'abord, chaque détail. Ensuite, vous le laissez croire que vous ne savez rien. Laissez-le venir à vous. Les gens dans sa situation, quand ils pensent s'en être sortis, et qu'ils découvrent que leur plan a échoué, ils ne restent pas silencieux. Ils ont besoin d'expliquer. Ils ont besoin que vous les pardonniez, ou au moins de comprendre. Cette conversation,
si elle a lieu dans les bonnes conditions, vaut bien plus qu'un mot et des preuves circonstancielles. J'ai regardé la table. Vous avez réfléchi à ça? J'ai eu l'occasion, oui. Elle a passé 1 heure à tout documenter. Photos du ponton vide, de la barque manquante, des placards vidés, de la fenêtre coincée avec des cales en bois que je n'avais pas pu ouvrir la veille. Elle a photographié le mot, les allumettes que Romain avait disposées près du poêle, la façon dont les amarres avaient été proprement dénouées plutôt que laissées en vrac. Elle était minutieuse. J'ai regardé son travail et ressenti quelque chose comme du respect professionnel. Puis elle m'a conduit à Embrun. Officiellement, nous avons appelé ça un contrôle de routine. Un voisin inquiet m'avait récupéré sur une propriété isolée après que j'ai été accidentellement oublié sur place quand mon fils avait dû rentrer précipitamment en ville. C'était la version qui est entrée dans le rapport initial. La version complète, elle l'a gardée dans un dossier séparé. Elle m'a emmené à la clinique d'abord. Hypothermie légère, déshydratation mineure. Le médecin de garde était un jeune homme qui m'a demandé 4 fois si j'avais besoin d'autre chose avant d'accepter que non. J'ai passé la nuit dans un petit hôtel. Christine est restée avec moi 2 heures pour revoir le plan. Romain avait déjà appelé la société de location le jour même, avait-elle découvert, disant que son père avait décidé de rester quelques jours de plus. Il créait un alibi, une narration d'un homme dont on s'était assuré qu'il allait bien, qui avait choisi de prolonger son séjour. C'était plus propre que le plan initial avec le mot. Romain n'était pas stupide. Il n'avait juste pas compté sur une radio marine oubliée dans une armoire de salle de bain. Il vous appellera, a-t-elle dit. Quand il pensera qu'assez de temps a passé, il appellera et fera semblant d'être inquiet. Elle avait raison. Il a appelé le 3e jour. J'ai répondu dans ma chambre d'hôtel. Papa? J'essaie de te joindre depuis 2 jours. La société de location m'a dit que tu prolongeais, mais je ne pouvais pas te joindre. Le signal est terrible ici, ai-je dit. J'ai rendu ma voix fatiguée. Pas difficile. Tu vas bien? Tu veux que je vienne te chercher? Je crois que je vais écourter de 2 jours en fait. Ça te dérange de remonter? Une pause. Brève, mais là. Bien sûr. Oui, je peux être là après-demain. J'apprécie, Romain. J'ai marqué une pause. J'ai beaucoup réfléchi ici haut à ce qu'on est, à ta mère, à tout. J'ai laissé ça flotter un moment. Je crois que quand tu arriveras, on doit parler. Je veux comprendre ce qui t'arrive. Vraiment comprendre. On peut faire ça? Sa voix quand il a répondu était plus basse. Oui, papa, on peut faire ça. Christine m'avait donné un petit enregistreur audio issu du kit de preuve des services environnementaux. Je l'ai clipsé dans la poche intérieure de ma veste avant l'arrivée de Romain. Je l'ai rencontré sur le parking de l'hôtel plutôt qu'au chalet. Je l'ai regardé arriver et sortir du camion avec l'expression d'un homme préparant quelque chose qu'il a répété. L'inquiétude arrangée sur son visage comme des meubles mis en place pour une visite immobilière. Il m'a serré dans ses bras. J'ai laissé faire. Nous nous sommes assis dans la chambre. J'avais demandé à Christine d'attendre sur le parking dans un véhicule que Romain ne reconnaîtrait pas, avec son téléphone enregistrant à travers la fenêtre. 2 niveaux de sécurité, avait-elle insisté. J'étais reconnaissant pour sa précision. J'ai fait du thé avec la bouilloire de la chambre et je me suis assis en face de mon fils. Tu as l'air fatigué, a-t-il dit. Je n'ai pas bien dormi. Il faisait froid. Je l'ai regardé. La barque avait disparu quand je me suis réveillé ce 2e matin. Son expression a à peine bougé. J'ai dû rentrer plus tôt. Un truc au travail. J'ai laissé un mot. Tu ne l'as pas vu? J'ai vu un mot, ai-je dit. Il est devenu très immobile. Je l'ai lu plusieurs fois, en fait. Pour être sûr de bien comprendre. J'ai plongé la main dans la poche de ma veste et j'ai placé le mot plié sur la table entre nous. Il l'a dévisagé. Son visage, quand il a levé les yeux, était devenu pâle d'une façon qui n'avait rien à voir avec le froid extérieur. Papa, j'ai besoin que tu le dises. Pas à moi. Je le sais déjà, mais j'ai besoin que tu le dises à voix haute parce que j'ai passé 31 ans à regarder ce qui arrive quand les gens ne sont pas obligés de faire face à ce qu'ils ont fait. Dis-le. Il a regardé la table, le mot, ses mains. Puis,
d'une voix à peine audible, je t'ai laissé là. Pourquoi? Tu sais pourquoi. Dis-le-moi. Un long silence. Puis c'est sorti de lui, pas d'un coup, mais par morceaux. La façon dont les choses sortent quand quelqu'un les a retenues trop fermement, trop longtemps. La dette avait dépassé ce que je savais. Elle était proche de 200 000 € maintenant, due à 2 prêteurs privés qui n'étaient pas des hommes patients. Romain s'était convaincu, dans le calcul du désespoir et de l'auto-justification, que la dette et la honte peuvent construire en une personne, que l'assurance vie était la seule sortie logique. Que j'avais 66 ans, que j'étais seul, que mes meilleures années étaient derrière moi, que ce ne serait pas vraiment mal parce que je ne verrais pas la différence et qu'il serait libéré de quelque chose dont il ne voyait pas l'issue. Tu as décidé que je n'avais plus rien qui vaille la peine d'être vécu, ai-je dit. Il a tressailli. Je me suis dit que tu étais prêt. Que maman te manquait. Que c'était presque, il s'est arrêté. Dis-le. Que c'était presque une forme de gentillesse. Je suis resté avec ça un moment. Dehors, par la fenêtre, un gobelet en carton roulait sur le parking sous le vent. Complètement ordinaire. La vie qui continue de façon ordinaire autour de cette chose extraordinairement atroce. J'ai une petite fille, ai-je dit. Emma a 9 ans et elle n'a pas vu son grand-père depuis 2 ans parce que toi et sa mère ne vous parlez plus. J'ai 3 collègues de mes années en Haute-Savoie qui m'appellent toujours chaque mois. J'ai un potager. J'ai un chien nommé Murray qui est actuellement chez mon voisin Glenn et qui sera extrêmement heureux de me revoir. J'ai beaucoup de choses pour lesquelles vivre, Romain. Il a enfoui son visage dans ses mains. La porte s'est ouverte. Christine est entrée. 2 officiers de la gendarmerie d'Embrun sont entrés derrière elle. Romain a levé les yeux et, pendant un instant, son expression fut pure incompréhension. Le regard d'un homme qui a fait un calcul qui s'avère faux dans toutes les directions possibles. Romain Atkins, a dit l'un des officiers, et il a continué ainsi. Il n'a pas couru. Il n'a pas discuté. Il est resté assis, les mains sur les genoux, pendant qu'il parlait, me regardant tout le long avec une expression que je n'arrivais pas à décrypter. Pas tout à fait du remords, pas tout à fait du soulagement. Quelque chose entre les deux, peut-être. Le visage de quelqu'un qui portait quelque chose de très lourd et qui l'a enfin, de la pire des façons, posé. Ils l'ont emmené dehors. Christine est restée. Vous avez bien fait, a-t-elle dit. J'ai fait pire comme interrogatoire. Je lui ai dit que c'était vrai. Elle a ri doucement. Pas un rire joyeux. Le genre qui sort quand l'adrénaline redescend enfin et que la seule alternative est de pleurer. La procédure judiciaire a duré 7 mois. La procureure était une femme de Grenoble qui traitait les affaires criminelles depuis 15 ans et qui a géré le cas avec une efficacité factuelle que j'ai trouvée rassurante. La défense de Romain a plaidé, comme Christine l'avait prédit, qu'un mot n'était pas un acte, qu'il avait laissé son père seul dans un chalet éloigné, ce qui était regrettable, mais qu'il n'avait commis aucun acte violent, qu'il avait l'intention de revenir. La documentation de Christine était méticuleuse, les placards vidés, la fenêtre coincée, la barque que la société de location a confirmé que Romain avait ramené à la marina d'Embrun l'après-midi même où il avait quitté la propriété. Non pas garé quelque part accessible pour moi, mais rendu, éliminant totalement mon moyen de départ. La conversation enregistrée dans la chambre d'hôtel. Le juge a condamné Romain à 14 ans. Tentative de meurtre, privation de soins, négligence criminelle. Son avocat avait obtenu un plaidé coupable en échange de la requalification des faits, d'où la peine. J'ai lu une déclaration avant le verdict. J'ai dit ce que j'avais à dire, et je ne vais pas le répéter ici, mais la dernière partie, je vous la dirai parce que je pense qu'elle compte. J'ai dit à Romain que je ne savais pas encore si je lui pardonnerais. Que le pardon n'était pas quelque chose que je pouvais fabriquer sur un calendrier. Que ce que je savais, c'est que j'allais être en vie pour prendre cette décision moi-même, selon mes propres termes, en mon temps. Et que tout ce qu'il ferait de ses 14 ans, qu'il choisisse de devenir quelqu'un d'autre ou simplement d'attendre, c'était entièrement son travail à lui. Il a hoché la tête depuis le banc des accusés. Il n'a rien dit. Je ne m'y attendais pas. Après, Christine et moi sommes retournés à Embrun dans son camion, ce qui était devenu un rituel. Nous avions fait le trajet une douzaine de fois pendant l'enquête, nous arrêtant à la même station-service dans le même petit village, prenant un café de la même machine, légèrement trop chaud et légèrement trop amer, et pourtant exactement comme il fallait. Bref, qu'est-ce que vous allez faire maintenant, a-t-elle demandé.
J'y ai réfléchi. J'ai regardé les sapins défiler dans le noir. Ma maison en Haute-Savoie ressemble à un endroit où j'ai vécu il y a longtemps. J'y pensais depuis un moment, en fait, avant toute cette histoire. Et maintenant, j'ai parlé à un homme à Embrun d'un programme d'éducation en plein air pour lequel il cherche des fonds, pour apprendre les techniques de survie aux jeunes en difficulté. Il a besoin de quelqu'un avec un background en recherche et secours. Elle m'a jeté un regard en coin. Vous avez un background en recherche et secours. 31 ans de gendarmerie dans les Alpes. J'ai fait ma part, oui. Elle est restée silencieuse un moment. Je connais quelqu'un à l'Office national des forêts qui essaie de formaliser un volet sécurité en milieu sauvage. C'est sous-financé depuis des années. Je peux vous mettre en contact. J'apprécierais. Nous avons conduit en silence pendant un moment. Le genre de silence qui n'a pas besoin d'être comblé. J'ai déménagé à Embrun le printemps suivant. Petite maison, bonne base, un jardin assez grand pour une culture de tomates que Murray a décidé être principalement pour son usage personnel. Je travaille 3 jours par semaine avec le programme de jeunes, enseignant la navigation, comment faire un feu, trouver de l'eau, prendre des décisions sous stress. Les enfants sont pour la plupart des adolescents des communautés autour du lac. Certains gèrent des choses qui font que mon épreuve a l'air simple. Ce sont les élèves les plus attentifs que j'ai jamais eus. Christine et moi prenons un café presque tous les samedis matins dans un endroit sur la rue principale tenu par une femme qui vient de Marseille et qui fait le genre de petit déjeuner qui restaure votre foi dans les petites villes. Nous parlons de nos dossiers, les siens actuels, les miens passés. Parfois nous parlons de nos familles. Elle a un fils qui s'en sort bien, une fille avec qui elle essaie de rester proche. Je lui parle d'Emma, ma petite fille, que je vois tous les quelques mois depuis le procès. Sa mère, l'ex-femme de Romain, m'a appelé la semaine suivant le jugement. Elle a dit qu'Emma avait le droit de connaître son grand-père et que tout ce que Romain avait fait ne m'incombait pas. Cette femme est meilleure que la plupart des gens. J'ai rendu visite à Romain une fois, 6 mois après son transfert dans un centre de détention près de Grenoble. Il n'avait pas l'air de ce à quoi je m'attendais. Il semblait plus petit, plus calme. Il m'a dit qu'il suivait des programmes, non pas seulement parce que ça affectait son dossier, disait-il, mais parce qu'il avait beaucoup de temps et qu'il trouvait que rester seul avec ses pensées sans rien faire à ce sujet, ce n'était plus quelque chose qu'il pouvait gérer. C'est en fait un bon signe, lui ai-je dit. C'est ce que dit le conseiller. Le conseiller a raison. Nous ne nous sommes pas serrés dans les bras quand je suis parti. Nous nous sommes serrés la main. C'était juste. Je ne sais pas ce que sera Romain quand il sortira de l'autre côté de ça. Il aura 63 ans. Emma en aura 29. J'en aurai 80 si j'arrive jusque-là, ce que j'ai l'intention de faire. Si lui et moi pouvons reconstruire quelque chose avec ce qu'il reste, je ne sais pas. Je ne suis pas prêt à répondre à cette question. Ce que je sais, c'est que la réponse sera selon mes termes, faite depuis une position de choix plutôt que de culpabilité. Et que Carole me dirait, si elle le pouvait, que c'est exactement ça. Il y a quelque chose que des gens m'ont demandé, ceux qui ont entendu des bouts de cette histoire, ce que je ressens pour Romain, si je le déteste, si je le comprends. La réponse honnête, c'est que je le comprends mieux que je ne le voudrais et que je le déteste moins que certains pensent que je devrais. C'était un homme à court de tout. Argent, dignité, options, espoir. Et au lieu de demander de l'aide sous une forme qui aurait pu marcher, il a fait le pire choix possible. Je ne suis pas intéressé à défendre ça. Mais je ne suis pas non plus intéressé à passer les années qu'il me reste dans un état d'amertume prolongé. J'ai vu où cela mène. J'ai frappé à assez de portes dans ma carrière pour savoir que la colère, quand on la garde trop longtemps, devient ce que vous êtes. Je porte encore le mot plié dans la poche de ma veste parfois. Pas l'original, Christine l'a gardé pour le dossier de preuve, une copie. Je le porte parce qu'il me rappelle ce que j'ai appris dans cette chambre d'hôtel à Embrun, en écoutant mon fils m'expliquer pourquoi il pensait que ma vie ne valait pas la peine d'être gardée. Elle vaut la peine d'être gardée. C'est ce que j'ai appris. Pas dans un sens vague ou générique. Elle vaut la peine d'être gardée spécifiquement, dans le détail, dans les manières particulières et ordinaires qui s'additionnent pour faire une vie. Meurais dans le jardin mangeant mon basilic. La voix d'Emma au téléphone me demandant si elle peut passer en août. Un café trop chaud dans une station-service au milieu d'une forêt de sapins. Conduire vers le nord avec une personne qui sait exactement ce qu'il en coûte de survivre aux gens qu'on aime.
S'il y a une chose que je vous demanderais de retenir de mon histoire, c'est celle-ci. Les signes avant-coureurs sont généralement là. Je ne dis pas ça pour me blâmer. J'ai passé assez d'années dans les forces de l'ordre pour savoir que les gens bien passent à côté de choses qu'ils auraient dû voir, parce que l'amour n'est pas un outil d'investigation impartial. Mais quand quelqu'un vous montre de façon répétée, sur des années, qui il est quand les choses deviennent difficiles, croyez cette version d'eux.